Le samedi 5 avril prochain, comme chaque année, l'Institut Iliade organise le plus grand rendez-vous métapolitique des Européens debout. Le colloque de l'Iliade, c'est près de 1500 participants réunis à la Maison de la Chimie à Paris pour une journée d'intelligence et d'engagement. Des personnalités, des artistes, des intellectuels, des jeunes au service de leur communauté se retrouveront pour penser la France et l'Europe de demain. Autour de la buvette, lors des dédicaces ou sur les très nombreux stands, retrouvez des personnalités politiques, intellectuelles, militantes, Alice Cordier, Jean-Yves Le Gallou, Michel Maffesoli, Victor Aubert. Ne manquez pas cette occasion de retrouver les vôtres. Rendez-vous le 5 avril à Paris. Les billets sont en vente sur institut-iliade.com. Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Donald Trump parviendra-t-il à s'immiscer entre Xi Jinping et Vladimir Poutine? En effet, après 3 ans de conflit en Ukraine, un constat s'impose. Jusqu'à l'arrivée de Trump, la politique occidentale à l'encontre de Moscou a poussé le dirigeant russe et le dirigeant chinois à s'entendre. Et cette nouvelle alliance a de quoi donner des sueurs froides aux dirigeants occidentaux. Alors, pour répondre à cette grande question géostratégique, eh bien, je reçois Laurent Michelon, une nouvelle fois, entrepreneur, je le rappelle, entrepreneur français en Chine. Laurent Michelon, bonsoir. Bonsoir Edouard, merci de m'avoir à nouveau. Mais merci encore une fois de répondre présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes l'auteur de l'essai Comprendre la relation Chine-Occident et que vous animez le canal Telegram Laurent Michelon officiel. Alors, je le disais il y a un instant, Trump, bien sûr, a bousculé la politique occidentale face à la Russie et même face au monde depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier dernier. Mais face à la Chine, il y a une petite incertitude. Et c'est pour ça que vous êtes là, Laurent. Face à la Chine, on sent à la fois une certaine continuité. Ai-je tort ou raison? Effectivement, il y a une continuité de la politique de Trump par rapport à l'administration précédente de Biden, qui est en fait une continuation de la guerre économique, la guerre commerciale que Trump avait lui-même initiée, même avant l'administration Biden, en 2018. Donc, on voit que malgré les discours de changement de l'administration Trump par rapport à l'administration Biden sur tout un tas de dossiers, notamment la Palestine, l'Ukraine, on se rend compte qu'en fait c'est encore un petit peu plus de la même chose. Et en fait, je dirais que la Chine, c'est quasiment le seul dossier sur lequel il n'avait pas annoncé qu'il allait faire des changements particuliers. Et on voit au contraire un renforcement de sa politique, on va dire qui mène à la confrontation avec la Chine. Il le dit ouvertement. Ça commence par une guerre commerciale. On a vu l'augmentation des tarifs douaniers à 2 reprises sur la Chine. Il y a une première tranche de 10% il y a quelques mois, puis ensuite une deuxième tranche de 10%, donc ça fait déjà 20%. En même temps, on voit les grandes chaînes d'hypermarchés américaines qui s'approvisionnent tout en Chine et qui demandent à leurs fournisseurs chinois finalement d'absorber ces 10% de droits de douane supplémentaires en accordant des ristournes à Walmart, à Costco, ce qui est tout à fait scandaleux, parce qu'on voit un pays qui on va dire, augmente les tarifs douaniers et qui, en fait, ne veut pas l'absorber ni au niveau des marges des grands distributeurs, ni au niveau du consommateur lui-même. Donc, on voit vraiment qu'il y a un premier volet d'une guerre commerciale qui est la continuité un peu de ce qui avait été commencé sous l'administration Trump 1.0. Et en plus de ça, maintenant, il y a un volet, on va dire, militaire, puisqu'on voit que les États-Unis militarisent à outrance l'Asie du Nord-Est, même l'Asie du Sud-Est. On a vu que des missiles Typhon ont été positionnés aux Philippines. Ces missiles-là, récemment, c'est des missiles qui peuvent atteindre l'intérieur des terres en Chine. C'est quelque chose de très nouveau et c'est on va dire une manœuvre extrêmement provocatrice envers la Chine. Et également, il y a le stationnement de sous-marins nucléaires en Corée du Sud, l'augmentation du nombre de bases américaines, de nombre de bases philippines que les États-Unis peuvent utiliser. Donc on voit vraiment une
une militarisation de la région par les États-Unis, et en contrepartie, la Chine, elle, qui voit un petit peu qu'elle est l'objet, enfin, elle est vraiment dans le viseur des États-Unis. Il faut rappeler qu'il y a 400 bases américaines autour de la Chine. Si on compte la façade maritime et la façade terrestre, il y a 400 bases américaines qui entourent la Chine. Et donc la Chine, forcément, est obligée d'accélérer le rythme de sa militarisation pour se défendre. Mais dans nos médias, c'est présenté comme une Chine qui se militarise parce qu'elle a des ambitions expansionnistes. Voilà. Alors, nous allons voir ça. Vous avez évoqué donc le volet commercial, déjà, le volet militaire. Le commerce entre la Russie et la Chine a grimpé de 65% en 3 ans. Il a atteint 200 milliards de dollars en 2024. Alors, la Chine plaide sans cesse pour la paix en Ukraine. On se rappelle le plan de paix chinois proposé dès 2023. Mais si l'on en croit certains médias occidentaux, la Chine est en substance je cite, profiteuse de guerre et n'aurait pas intérêt à un cessez-le-feu. Laurent Michon, que pensez-vous de ces accusations à l'encontre de la Chine? A-t-elle intérêt? Ou a-t-elle intérêt à la poursuite du conflit, ou a-t-elle intérêt à la paix? La Chine a toujours intérêt à la paix parce que c'est une nation qui est, comme on sait, je n'apprends rien à personne, c'est une nation qui est commerçante. Le fait que l'Ukraine se trouve, et l'Ukraine et tous les pays environnants se trouvent sur les nouvelles routes de la soie, l'initiative Ceinture et Route, c'est extrêmement perturbant pour les projets chinois, les projets commerciaux chinois. D'autre part, la Chine a un partenariat stratégique avec l'Ukraine qui précède celui qu'elle a avec la Russie. Les relations entre la Chine et l'Ukraine sont très anciennes, étaient très fructueuses. La Chine avait prévu d'investir massivement dans l'industrie, notamment l'industrie aéronautique ukrainienne, bien avant la guerre, et cela a été stoppé par les États-Unis. Donc la Chine a toujours eu un intérêt à avoir une Ukraine stable et prospère, parce que c'était une des nations avec laquelle elle prospérait, elle échangeait le plus, même à l'époque où l'Ukraine faisait encore partie du bloc soviétique. Voilà. Donc cette guerre actuelle est une perturbation. C'est notable. Enfin, je pense que c'est une partie du plan anglo-américain pour perturber les nouvelles routes de la soie. La Chine n'a pas d'intérêt particulier à ce que l'Ukraine continue à être en guerre, parce que la Chine n'a pas autant d'intérêt économique en Ukraine que ce qu'ont les États-Unis, par exemple. On voit que ce sont les États-Unis qui font de la prédation économique sur les terres arables en Ukraine, sur les industries, et maintenant on le voit sur les terres rares. Voilà. Donc accuser la Chine d'avoir intérêt à ce que le conflit se perpétue, c'est une accusation qui est un petit peu lancée comme ça en l'air. Il n'y a pas de substance derrière, alors qu'on pourrait au contraire accuser les États-Unis d'avoir intérêt à ce que ce conflit se perpétue, parce que là il y a toute une liste d'intérêts américains dans la région qui sont connus d'absolument tout le monde. Voilà. Donc la Chine, comme vous disiez, elle a fait un deuxième plan de paix en 2023, mais elle en avait fait un premier en 2021, et ça a été systématiquement balayé d'un revers de la main par aussi bien Zelensky que par ses agents traitants londoniens et américains. Alors, toute la question sous-jacente, évidemment, est de savoir si le tournant géostratégique américain vers la Chine aura lieu, mais il y a déjà des conséquences. Alors, je passe donc, vous l'avez évoqué, à la guerre commerciale qui couve entre Trump et la Chine, ou en tout cas qui perdure d'une certaine manière. Pékin a riposté après l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane de 10% que vous avez évoqués, imposés par Trump sur tous les produits, sur tous ses produits. Le gouvernement chinois a donc annoncé des droits de douane de 15% supplémentaires sur le poulet, le blé, le maïs, le coton américain, et de 10% sur le soja, le porc, le bœuf, les produits de la mer, les fruits et les légumes, et aussi les produits laitiers. On se rend compte que les Chinois visent en fait les productions agricoles américaines. C'est une certaine manière de taper sur l'électorat de Donald Trump. Hein. C'est un non-dit, mais c'est de plus en plus évident. Laurent Michelon, à ce petit jeu, à ce petit jeu commercial, hein, quand même, qui a des enjeux énormes, qui l'emportera, selon vous? Alors, une première chose, c'est qu'effectivement, la Chine a riposté sur des produits agricoles et des matières premières, parce que c'est à peu près tout ce qu'elle importe des États-Unis. Il faut voir que la Chine n'a pas besoin des États-Unis pour tout ce qui va être technologie, automobile et des choses comme ça. Donc, la Chine est une grande importatrice, aussi bien des États-Unis que des pays d'Amérique du Sud, de denrées alimentaires principalement. Donc, déjà, dire la Chine essaye de viser le petit peuple américain, l'électorat de Trump,
je trouve que c'est une extrapolation de ce qui est de l'intention chinoise, parce que de toute façon, les Chinois n'importent pas autre chose des États-Unis. Il y a peut-être un petit peu de vin californien, mais à part ça, c'est principalement des matières premières et des denrées alimentaires. Donc ça, c'est la première chose. Avec ce jeu-là, qui est-ce qui peut gagner sur le long terme? Je ne vois pas comment est-ce que Donald Trump va pouvoir continuer à augmenter les tarifs douaniers. Il vient d'annoncer qu'à partir de demain, il y aura une nouvelle augmentation de 25% sur tous les véhicules étrangers et les pièces détachées de véhicules étrangers. Ça vise principalement la Chine, mais également vont être touchés le Japon et la Corée du Sud, qui sont des alliés américains. Et nous allons justement en parler. D'accord. Et à ce petit jeu-là, en fait, on va voir que les États-Unis rapidement vont se diriger vers une inflation de plus en plus grande. Il faut rappeler que Donald Trump, quand il a été élu, l'inflation était déjà entre 2,6 et 2,8%. Et là, avec l'augmentation des tarifs douaniers, qui de toute façon ne servent à rien parce que les États-Unis, et ça c'est des entrepreneurs américains eux-mêmes qui le disent dans les médias, ils disent l'augmentation des tarifs douaniers, c'est totalement injuste envers les sociétés américaines parce que ça ne fait qu'augmenter nos coûts. On a déjà vérifié 5 ou 6 fois dans les dernières années si on pouvait transférer notre production de la Chine, faire rapatrier vers les États-Unis. C'est absolument impossible, aussi bien en termes de qualité que de prix. Et on est obligé de se délocaliser vers des pays qui ne sont pas prêts à ça, le Vietnam, l'Inde, des choses comme ça. Ça va avoir un coût supplémentaire sur le consommateur final américain. Ça réduit les marges des sociétés américaines. Donc finalement, c'est encore le consommateur et le tissu industriel américain qui est la première victime de ces sanctions. Et les Chinois sont capables de se retourner vers d'autres marchés, y compris le marché intérieur, puisque c'est peut-être un autre sujet, mais le gouvernement chinois a décidé justement de vraiment se focaliser sur la reprise de la consommation interne pour absorber justement toutes ces sanctions occidentales. Alors, vous avez évoqué le Japon et la Corée qui sont bien sûr des alliés américains. Alors, bon, il y a quand même une autre question, c'est celle des jeux d'alliance qui se défont avec l'arrivée de Donald Trump. Alors, je vous propose, Laurent Michelon, un petit point factuel sur un accord de libre-échange qui pourrait se faire entre la Chine, le Japon et la Corée en réaction au protectionnisme de Donald Trump. Le Japon, la Corée du Sud et la Chine ont annoncé, dimanche 30 mars à Séoul, accélérer leurs discussions en vue d'un accord de libre-échange. Une réunion des ministres du commerce des trois pays s'est tenue à Séoul, un sommet inédit depuis 2020. Cette réunion intervient après l'application depuis mi-mars des droits de douane américains de 25% sur l'acier et l'aluminium et à quelques jours de l'imposition à partir du 2 avril de surtaxes douanières de 25% sur les automobiles importées aux États-Unis. Les puissances asiatiques accusent Washington d'imprévisibilité commerciale et disent vouloir préserver un système commercial multilatéral. Un partenariat économique global régional, le RCEP, réunissant 15 pays asiatiques, est à l'étude. Il faut savoir que le Japon et la Corée du Sud représentent 16% et 15% du total des importations automobiles américaines et que la Chine craint une surtaxe douanière de 20% visant l'ensemble de ses exportations vers les États-Unis. Laurent Michelon, y croyez-vous à ce scénario? Y croyez-vous au renouveau potentiel d'une alliance commerciale entre ces trois pays asiatiques qui pourtant ne s'entendent guère d'habitude, surtout ces dernières années? Alors oui, c'est tout à fait crédible puisque effectivement, comme vous le dites, ça fait presque 5 ans que ces trois pays ne se parlaient plus de questions commerciales, tant ils étaient occupés à discuter de disputes territoriales diverses et variées, de disputes historiques, qui sont évidemment alimentées par tous les médias occidentaux et pro-occidentaux dans ces pays-là. Donc effectivement, ça faisait quelques années qu'ils ne se parlaient plus vraiment. Et là, c'est encore une réussite de Donald Trump, c'est d'avoir trois pays dont le contentieux historique est assez fort dans tous les schémas, aussi bien Chine-Japon que Chine-Corée, que Japon-Corée et vice-versa. Et malgré ça, ces trois pays maintenant commencent à rediscuter entre eux parce qu'ils ont effectivement été dans le collimateur des nouvelles sanctions commerciales de Donald Trump. Il ne faut pas oublier que Taïwan est également concerné par ça. Donald Trump a déclaré que Taïwan devait rendre aux États-Unis l'industrie des semi-conducteurs qu'ils avaient volés aux États-Unis. Donc on pourrait très bien voir aussi
une volte-face taïwanaise. Mais effectivement, ces 3 pays, de toute façon, sont en discussion depuis 2012 dans ce grand ensemble, ce grand accord de libre-échange asiatique qui s'appelle l'accord économique régional global. En anglais, c'est RCEP. Et c'est un accord qui regroupe les 10 États de l'ASEAN, la Chine, le Japon, la Corée, voilà, et puis Nouvelle-Zélande et Australie. C'est un énorme ensemble c'est un accord de libre-échange régional immense dans lesquels ces 3 pays sont inclus. Et maintenant, effectivement, il y a une discussion pour avoir une riposte, on va dire, coordonnée aux États-Unis sur cette question des tarifs douaniers. Alors, ce que vous nous dites quasiment, c'est que potentiellement Trump se met l'Asie à dos. Ah oui, complètement. Et surtout ses plus grands, on va dire, alliés locaux. Enfin, les États-Unis n'ont pas d'alliés, on va dire ses vassaux, les États qu'ils comptent jeter contre la Chine. Mais je pense que du côté, aussi bien côté coréen, on se rappelle du coup d'État auto-infligé du président coréen, justement pour balayer cette opposition qui est contre une relation antagoniste avec la Chine. On se retrouve avec le Japon, on avait le Premier ministre Abe, dont on connaissait, on va dire, pas l'amitié pour la Chine, mais qui avait des canaux de communication privés avec la Chine. Ça ne lui a pas été pardonné par les gémeaux anglo-américains. Et donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience dans ces États-là, que de toute façon, la Chine ne va pas déménager. La Chine est une puissance en croissance qui est inévitable. On ne peut pas l'éviter aussi bien d'un point de vue géographique que dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. C'est quelque chose, la Chine a justement travaillé très durement et très longtemps pour être intégrée et être incontournable dans cette chaîne d'approvisionnement. Et donc maintenant, ses voisins n'ont plus la question ne se pose pas. Ça fait des millénaires que ces pays sont voisins. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'ASEAN. Ça n'est plus l'Europe, maintenant c'est l'ASEAN qui est son premier partenaire commercial. Donc, même si effectivement il y a des contentieux maritimes, des disputes territoriales, des choses comme ça, c'est des choses qui sont tout à fait capables de régler entre eux s'il n'y a pas d'interférence anglo-américaine au milieu. Et c'est bien ça le problème de toute l'Asie. Alors, il y a un autre, je passe à un autre dossier d'une grande importance, c'est le dossier TikTok, qui est évidemment une pomme de discorde entre les États-Unis et la Chine depuis plusieurs années, mais aussi d'une certaine manière entre Trump et la Chine, même si Trump a fait quelques concessions au début de son mandat. Je rappelle que le 26 mars, Trump a déclaré qu'il serait prêt à faire d'autres concessions, des concessions douanières cette fois, à Pékin en échange d'un accord sur la cession des activités américaines de ByteDance, donc le propriétaire chinois de TikTok, mais Pékin a rejeté cette proposition. Le 20 janvier dernier, au début de son mandat, donc, Trump avait accordé à ByteDance jusqu'au 5 avril pour céder ses activités américaines. Faute de cession, TikTok est censé être interdit aux États-Unis. 178 millions d'utilisateurs, dont beaucoup de commerces, de business, comme on dit, se verraient privés donc d'une plateforme. Croyez-vous à ce scénario, Laurent Michelon? TikTok va-t-il être balayé du marché américain si Trump n'obtient pas gain de cause avec Pékin? Je ne pense pas, parce que comme vous le dites, c'est en plus des 178 millions d'utilisateurs, mais enfin, ça n'est qu'une plateforme de réseaux sociaux comme une autre, mais elle est très utilisée pour des commerces justement qui l'utilisent pour leur marketing, pour leur vente. Il y a plus de 7 millions de commerces qui sont concernés, qui s'étaient déjà plaints au mois de mars, au mois de janvier, quand il y avait une première menace sur TikTok. Et on a vu ce qui s'est passé, c'est que d'abord, Donald Trump a annoncé un moratoire sur la question, donc effectivement jusqu'au 5 avril, c'est-à-dire cette semaine, et ça n'a pas avancé. C'est-à-dire que comme TikTok et ByteDance est forcé de vendre, on peut imaginer qu'elle n'est pas maîtresse du prix de vente non plus, puisque si on est obligé de vendre, le racheteur potentiel américain peut dicter le prix du rachat, sachant que l'alternative, c'est de mettre la clé sous la porte pour TikTok. Donc, on a vu le CEO de TikTok qui disait qu'il n'était pas question de vendre, que ça n'était pas à vendre, que de toute façon, toutes les questions de sécurité nationale invoquées justement pour cette vente sont complètement, sont complètement fantasques, parce que tous les serveurs sont soit aux États-Unis, soit à Singapour. Il n'y a pas un seul serveur de TikTok en Chine, donc les données des utilisateurs américains ne sont pas dans les mains du Parti communiste, comme ça nous l'est raconté dans les médias. Donc c'est vraiment quelque chose de, complètement artificiel.
c'est symbolique. Même dire que TikTok est une plateforme chinoise, c'est un mensonge. Si on regarde dans l'organigramme de TikTok, c'est intégralement, dans les positions de pouvoir, c'est intégralement des Américains, et le CEO est singapourien. Alors, c'est pas parce qu'il a une tête de Chinois qu'il faut dire que c'est chinois. Mais on en est là, on en est dans la mystification du dossier TikTok, on en est là, c'est de dire, regardez, le patron est chinois. C'est complètement faux. Donc, effectivement, il y a un ultimatum, mais je pense que ça va se terminer en eau de boudin comme la première fois, parce que ça mettrait à mal trop de petits commerces aux États-Unis, et ça ne ferait que, en fait, empirer la situation. On a parlé tout à l'heure de l'inflation. Là, ça serait encore plus d'emplois perdus. Donc, c'est quelque chose qui me semble, finalement, c'est du domaine du discours, mais c'est comme ça que travaille l'administration Trump. Alors, Laurent Michelon, je dois aussi évoquer l'Union européenne, parce qu'il y a évidemment cette variable, j'ai envie de dire, qui rentre aussi dans l'équation Trump-Chine. Il y a 72 heures, la Chine a consenti à repousser de 3 mois l'application définitive des surtaxes contre le cognac français, mesure de représailles, je le rappelle, à la suite des surtaxes de l'Union européenne, de Bruxelles, d'Ursula von der Leyen, contre les véhicules électriques chinois. Y a-t-il un alignement, un réalignement entre Bruxelles, entre Pékin? Y a-t-il en fait une mobilisation face au protectionnisme de Donald Trump? Alors, je pense que c'est plutôt de la part de l'Union européenne un constat d'échec, puisqu'on se rappelle, comme vous le venez de me mentionner, que c'était l'Union européenne qui avait diligenté elle-même une enquête sur les véhicules électriques chinois, alors que l'industrie européenne de l'automobile ne se plaignait pas des véhicules chinois. C'est l'Union européenne qui s'est auto-saisie pour diligenter une enquête sur les véhicules électriques chinois, qui a décidé 35% de droits de douane sur ces véhicules-là, et qu'en représailles, la Chine a imposé effectivement des droits de douane sur les cognacs français, qu'elle n'a toujours pas appliqué. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que l'Union européenne s'est retrouvée un petit peu larguée en rase campagne par l'administration Trump, puisqu'elle s'est retrouvée finalement dans le même sac que tout le monde à devoir payer des droits de douane sur tout un tas de produits. Et on a vu le discours de J.D. Vance à la conférence sur la sécurité à Munich, qui était, on va dire, très hostile à tout l'establishment européen. Donc finalement, on se rend compte que si on est fonctionnaire européen ou diplomate européen, on se rend compte qu'on a été largué en rase campagne par les États-Unis, qu'on a brûlé tous les ponts avec la Russie. Donc finalement, qui est-ce qui nous reste comme partenaire commercial? Il nous reste que la Chine, et qui on a de la chance, malgré toutes ces années de sinophobie dans les médias et dans les chancelleries, la Chine nous tend encore toujours la main pour faire du commerce. Donc qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Jean-Noël Barrot est venu à Pékin nous expliquer qu'il était contre la guerre commerciale. Alors que c'est ses prédécesseurs, Le Maire, Séjourné, Macron, qui disaient il faut dérisquer, il faut découpler. La Chine est un rival systémique. Donc voilà, on rendez compte en fait la volte-face de l'administration française d'abord, et je pense qu'on va pas tarder à le voir du côté européen, c'est qu'en fait on n'a plus le choix. La seule décision réaliste et bénéfique à la France, et je me fiche un petit peu de l'Union européenne, donc je parle de la France, c'est effectivement de se tourner vers la Chine et finalement d'accepter de commercer avec elle en bonne intelligence. C'est, je pense, le sens de la visite de Barrot la semaine dernière à Pékin. Alors Laurent Michelon, nous avons évoqué en début d'émission la tentative potentielle de Donald Trump de s'immiscer entre Poutine et Xi Jinping. À vous écouter, si l'on regarde l'ensemble des dossiers plus ou moins un par un, quand même, ce sera très difficile pour Donald Trump de briser le lien qui s'est construit entre Pékin et Moscou. Absolument, je dirais même c'est mission impossible. C'est d'ailleurs le titre de ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube Valise Diplo. Je me permets une petite page de pub. Et effectivement, c'est impossible parce que ça fait 40 ans en fait que les États-Unis, suivant les administrations et suivant la tendance politique des néoconservateurs qui sont au pouvoir depuis les années 90, qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est tantôt ils visent la Chine, tantôt ils visent la Russie. Donc on a une chronologie des États-Unis qui, soit une fois essaient de déclencher une révolution de couleur en Chine, et puis la fois suivante en Russie, puis ils reviennent en Chine. Ce qui fait qu'au bout de 40 ans, ces deux États de civilisation se sont rendus compte qu'ils étaient dans le viseur, ils étaient sur le menu, comme dit Anthony Blinken, ils étaient au menu des États-Unis, et donc ils ont finalement décidé de se rapprocher, alors que c'était des deux États qui n'étaient pas très proches jusque dans les années 90-2000, c'est quelque chose de très récent.
Et maintenant, les deux diplomaties, aussi bien Lavrov que Wang Yi, ont répété à plusieurs reprises que ce partenariat, ils insistent bien sur le fait que ce n'est pas une alliance, ce partenariat est, on va dire, indestructible et qu'il n'y a aucun État tiers qui réussira, on va dire, à brouiller la relation entre ces deux-là, parce qu'ils ont bien compris que, de toute façon, ils étaient tous les deux dans la ligne de mire et que s'il y en a un qui tombe, le suivant ne tardera pas derrière. Donc là, je pense que aussi bien Poutine que Xi Jinping et toutes les administrations derrière, parce qu'il faut bien dire que ces gens-là ne sont pas éternels et ils devront peut-être passer la main d'ici 5 à 10 ans, mais derrière, toute l'administration est bien au courant aussi qu'il faut absolument se serrer les coudes. Se serrer les coudes, un partenariat indestructible entre Pékin et Moscou. Eh bien, Laurent Michelon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci à vous, Edouard. Présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes l'auteur de l'essai « Comprendre la relation Chine-Occident ». Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Choc du Monde. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager cette vidéo. Merci à tous et bonne soirée.